Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'émission Lumière intérieure, nous allons rendre hommage aux femmes pour célébrer la 42e journée internationale du droit des femmes. Et à cette occasion, nous avons l'honneur de recevoir une femme exceptionnelle, une femme connue dans le monde entier. Elle est devenue célèbre pour avoir été la première astronaute française. Elle a ensuite évolué un petit peu en politique pour revenir à ses premières amours, puisqu'elle est aujourd'hui conseillère auprès du directeur de l'Agence spatiale européenne. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit de Claudie Aigneret. Bonsoir Claudie Aigneret. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. C'est gentil. Alors la journée du droit des femmes était l'occasion de vous recevoir, puisque vient de sortir un livre aux éditions Ballant, un livre dont vous avez rédigé la préface. Ce livre s'intitule « Femmes d'exception » et on nous découvre les portraits de femmes exigeantes, généreuses, entreprenantes, persévérantes, qui se battent pour que le monde change. Quelques mots sur cet ouvrage. Ce sont 3 jeunes filles qui sont venues à ma rencontre en me proposant de les accompagner, effectivement, après un long périple pour elles, puisqu'elles ont passé une année à aller à la rencontre de 52 femmes, je crois, dans le monde entier. Et j'ai été très touchée par leur démarche et surtout par le résultat de ces conversations qui nous montrent des femmes vraiment profondes, dignes, qui ont parfois eu des existences difficiles, mais qui en témoignent avec sérénité et envie d'agir, effectivement, pour changer le monde. Et voilà, c'est, je pense, la femme, les femmes sont des acteurs importants pour faire changer le monde, changer le regard aussi. Et peut-être, voilà, c'était ce regard un peu décalé que j'ai voulu leur proposer pour les accompagner. C'est des femmes un peu à votre image aussi, puisque vous aussi, vous avez contribué à changer un certain nombre de choses, notamment le regard que l'on peut porter sur les stéréotypes des hommes pour les sciences et des femmes qui seraient moins faites pour ça. Des femmes à votre image, dans une certaine mesure ? Alors, il peut y avoir différents profils, effectivement, et la diversité de ces femmes, c'est quelque chose qui est justement très, très intéressant. Oui, parce qu'il y a des religieuses, des ministres, des entrepreneuses, des militantes, des chefs d'orchestre, vraiment différents profils. Voilà, absolument, et pourtant des voix très différentes. Mais cette diversité, elle est formidable pour essayer peut-être de comprendre ou de regarder le monde différemment et de se retrouver parfois face à des choses qu'on a laissé passer, qu'on a occulté, soit par peu d'intérêt à ce moment-là, ou parce que ça réveillait des douleurs. Donc on se retrouve dans chacune de ces femmes. Alors, dans mon cas particulier, c'est vrai que je fais partie de ces femmes privilégiées d'être allées dans l'espace, dans des missions spatiales. Il n'y a que 10% de femmes, effectivement, dans ce métier d'astronaute. Et c'est une aventure humaine absolument extraordinaire, si bien qu'on est souvent sur les estrades, dans les lycées, mais aussi dans des conférences avec d'autres publics, et que j'endosse volontiers, disons un petit peu ce rôle de modèle, parce que y a une partie de motivation, d'inspiration, d'audace, et moi, je ne pense pas que ce soit l'exception, mais parfois il faut avoir en face de soi quelqu'un qui révèle ce qu'on a en soi. Qui révèle, quelqu'un qui inspire. Vous écrivez dans votre préface qu'en découvrant les engagements de toutes ces femmes, vous avez éprouvé des sensations semblables à celles ressenties lors de vos séjours en orbite. Alors on a envie de vous demander quel type de sensations. Ce que j'ai voulu dire par là, dans cette préface à ce livre, Les femmes d'exception, c'est que à certains moments, on peut avoir des regards sur les choses différents. Et je prenais cet exemple. On regarde par le hublot. On est à 400 km en orbite autour de la Terre et on fait un tour de Terre en 90 minutes. 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit, alternées 16 fois par jour. On passe au-dessus de cette superbe planète bleue et blanche, porteuse de vie. Et parfois, le regard va découvrir des choses parce qu'on y passe la nuit, parce qu'on y voit les traces de vie, des déplacements, des distributions particulières. Et on regardera de nouveau ce même endroit de la Terre de jour différemment. Et ces différentes facettes sont importantes. Ce qu'on raconte beaucoup, tous astronautes, quand on regarde la planète Terre par le hublot, c'est qu'on a ce sentiment qu'on appelle le overview effect. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit tout un tas de choses ensemble, intégrées, qui changent le regard et la perception. Sur Terre, on va fixer son regard sur un endroit, avoir l'impression que l'horizon est atteignable immédiatement.
depuis l'orbite, il se passe des tas de choses en même temps. Il y a déjà un champ de vue très très large, 2500 km. Et puis après, il y a des couleurs, il y a des dynamiques, il y a des ombres, des reflets. Et on prend à la fois de la distance, physiquement, mais intérieurement également, par rapport à cette planète, sa vulnérabilité, sa fragilité, sa beauté, ce qu'on raconte tous. On prend peut-être de la distance aussi parce qu'on est dans un environnement très multiculturel. Il faut imaginer ce petit équipage dans un vaisseau spatial, comme nous sommes, composants de l'humanité, équipage de la planète Terre, et avec la diversité des regards, des échanges, du partage. Sur ce combat. Donc cette sensation, elle est très, très privilégiée. Je crois qu'on doit la transmettre, la partager, même si elle n'est pas toujours facilement explicable. Et ce changement de perception qu'on a forcément quand on prend autant de hauteur, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, vraisemblablement, est-ce que c'est quelque chose de pérenne? Est-ce que quand on redescend, et pas seulement les semaines qui suivent, mais durablement, on a un regard transformé? Je pense qu'il y a une évidence quand on regarde vers le hublot. Cette évidence, elle révèle peut-être l'ouverture de toutes nos fenêtres intellectuelles et de partage. Et ensuite, ce regard qui nous a interpellés interpelle aussi ceux avec qui on le partage. Et donc après, c'est cet échange de questionnements, d'essayer de comprendre, de percevoir. On a de magnifiques images qui nous viennent des satellites d'observation de la Terre ou de sondes spatiales qui ont été les premières à nous montrer cette planète. Et c'est vrai que la conquête de l'espace, la première chose qu'elle a apportée, c'est cette conscience de notre planète, cette conscience écologique, on pourrait dire, par rapport à cette planète et son environnement. Et effectivement, ce regard-là à partager, il surprend, il émerveille, il peut faire peur, et on est dans la poursuite de ce qui s'est ouvert à un moment donné, de cette évidence qui nous a été non pas révélée, mais mise sous les yeux du fait de la distance. Et effectivement, ça nous habite. Alors, force est de reconnaître que ça doit être magnifique de voir cette planète bleue et blanche, comme vous le disiez, mais le monde dans lequel on vit est par ailleurs souvent complexe, difficile, violent. Justement, pour revenir au livre, ce type de femmes qui s'engagent, qui se battent pour un monde meilleur, est-ce que ça redonne foi en l'humanité ? L'humanité, elle est importante par sa dignité et cette façon effectivement, de ne pas subir, mais d'aller de l'avant, de porter, de croire, d'avoir cette foi dans un progrès et un développement et un mieux-être, individuellement bien sûr, mais surtout collectivement, dans notre société et puis dans notre humanité en tant que telle. Et c'est vrai qu'elle est interpellée aujourd'hui par d'autres choses que des conflits ou des catastrophes naturelles. Il y a des développements liés à la science et à la technologie qui peuvent être à la fois des éléments considérables pour justement ce progrès, mais qui doivent être mis en œuvre avec beaucoup de sagesse et de responsabilité dans l'action. Alors, les femmes, d'une part, elles s'engagent, elles ont une voix différente et qui doit s'exprimer, et ça c'est important que ça soit fait. Et puis, les femmes, bien sûr, en rôle partagé avec nos compagnons, nos époux, les pères de nos enfants, mais aussi toute cette notion de l'éducation, de la génération qui doit relever les défis, les enjeux globaux, tout autant que les sujets plus personnels et du quotidien. Donc pour moi, la femme, c'est ça aussi. Ouais, l'éducation, il y a d'ailleurs un collège qui porte votre nom depuis quelques années. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Même plus d'un. Je pense qu'effectivement, l'éducation est un élément essentiel, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit à quelques reprises. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de ce regard sur la planète, c'est vrai qu'à nous, astronautes, on nous pose cette question, mais vous qui avez vu la planète depuis le hublot de la station, mais quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Et qu'en général, je retourne la question en disant, mais quels enfants allons-nous laisser à cette planète ? D'où pour moi le rôle important de l'éducation, où que l'éducation se fasse, à l'école tout autant que dans l'ensemble de la vie, mais dans la famille aussi. Et ces femmes qui portent la voix, qui agissent
eh bien, elles sont importantes à la fois parce que cette voix, elle est réfléchie dans la société dans son ensemble, et puis que cette voix, elle est écoutée aussi au sein de la famille avec les enfants. Alors on parlait d'humanité tout à l'heure. Vous citez dans votre préface Henri Bergson, selon lequel l'humanité n'est pas un état à subir, mais une dignité à conquérir. Alors de dignité, les femmes que l'on découvre dans cet ouvrage n'en manquent pas, d'humanité non plus d'ailleurs, hein, pour la plupart. Est-ce qu'il y a un témoignage, alors que ce soit dans ce livre ou pas, d'ailleurs un témoignage de femmes, un parcours de femmes, qui vous a particulièrement touché? Je vais citer Simone Veil. Parce que effectivement, voilà, c'est une femme dont le parcours a été difficile, mais toujours dans l'engagement et dans cette foi de la possibilité de faire changer ce qui est inacceptable, de proposer des voies, de le faire sur des sujets majeurs et divers, alors que ce soit cette composante effectivement de la voix de la femme, de son émancipation, de sa possibilité d'être digne et de ne pas subir, comme le disait Bergson dans son humanité, et puis bien évidemment pour son combat, sa voix pour l'Europe, qui est aussi un sujet qui pour moi est essentiel. Alors, quels sont, puisque vous parlez de Simone Veil, qui est une femme effectivement éminemment engagée et admirable, respectable, quels sont les combats que les femmes, l'ensemble des femmes, puisque là, ce n'est plus de ce monde, que les femmes doivent encore mener? Alors, il y a le combat de l'éducation, la lutte contre les stéréotypes. Vous en parliez, est-ce que vous en voyez d'autres, puisqu'on parle de la journée de la femme? Les femmes doivent prendre la parole, s'exprimer dans tous les domaines pour que la voix de l'ensemble de cette humanité soit représentative de la diversité des facettes qu'elle propose. Alors la diversité de genre étant un des éléments, bien évidemment, mais tout ça inclusif avec l'intergénérationnel entre les plus jeunes et les plus seniors, les plus silver, interculturel. Et là aussi, il faut écouter la voix qui va venir de continents ou de cultures qui ne sont pas les nôtres, surtout sur des sujets majeurs, des enjeux globaux que peut avoir à affronter notre humanité aujourd'hui. À quel type de sujet ou d'enjeu vous faites référence? Je pense parce que j'ai eu cette chance extraordinaire de côtoyer pendant 3 années au Collège des Bernardins la réflexion sur l'être humain au défi du numérique. Donc, bien évidemment, voilà, ce 21e siècle, une ère digitale, le numérique qui n'est pas évidemment pas seulement un outil, mais qui est une culture, des cultures même, avec laquelle nous vivons aujourd'hui et nous devons apprendre à vivre dans le futur. Et bien évidemment, sur ces sujets-là, vous avez une culture occidentale qui peut porter certains types de valeurs, je dirais même jusqu'à dire certaines réflexions de type éthique, et qui sont à confronter dans un dialogue interculturel, justement, avec des cultures venant du continent asiatique ou des cultures d'autres natures, ou même plus indigènes, je dirais, qui sont amenées à réfléchir à ces évolutions de l'humanité. Donc j'essaie de sortir un peu d'un silo qui serait simplement un silo trop masculinisé, et si on parle du digital, peut-être pour cette occasion de journée de la femme, je trouve que cet outil digital, cette écriture digitale, elle doit être partagée par les hommes et les femmes, et que c'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a très peu de jeunes filles qui sont impliquées sur ces métiers-là, qui sont des développeurs, ceux qui peuvent utiliser ce langage et cet alphabet nouveau, cette grammaire, cette culture nouvelle. Donc il faut absolument pouvoir la développer dans son intégralité. Et puis les réflexions sur cette sagesse de l'action, comme j'aime la reprendre. C'est François Tadei, le directeur du Centre de recherche interdisciplinaire, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui reprend un petit peu ce fameux trépied d'Aristote sur la façon d'avoir des outils pour explorer le monde, entre l'épistémé, bien sûr, cette science, cette connaissance qu'on va acquérir, la techné, cette technologie qui nous donne des outils pour pouvoir avancer
penser, maîtriser, analyser, gérer le monde et ses enjeux. Et puis la troisième composante, la phronésis, qu'on a un petit peu oubliée, qu'on n'a pas trop aujourd'hui à l'esprit, et qui est justement cette sagesse de l'action, cette action responsable, mais cette action. Alors, je pense que hommes et femmes ont chacun et chacune leur approche de cette possibilité d'agir, mais en tout cas, il faut qu'elle s'exprime dans la diversité. C'est donc une diversité multiple pour laquelle j'essaie de m'engager, parce que je l'ai vécu et qu'à chaque fois, je m'en suis enrichie profondément. Mais bien évidemment, la place de la femme, sa voix, son rôle, sa façon d'apporter sa vision, c'est quelque chose d'essentiel pour l'harmonie de notre société. Et cette journée est l'occasion de le rappeler, hein, c'est une journée qui a été officialisée, la journée des droits qui est devenue la journée des droits, journée internationale des droits des femmes, pour être très précise. C'est une journée qui a été officialisée en 1977 par les Nations Unies, qui est l'occasion effectivement de régulièrement faire des bilans et de parler de la situation des femmes. Force est d'observer que dans la réalité, l'égalité n'est pas toujours aussi prégnante qu'on pourrait le souhaiter, et que souvent, une fois le 8 mars passé, les mauvais réflexes, si j'ose dire, reviennent au galop. Néanmoins, est-ce que cela a du sens de la célébrer quand même, cette journée ? Je crois qu'il faut qu'on la célèbre, hommes et femmes, ensemble. C'est pas une journée des femmes célébrée par les femmes, pour les femmes. Ça n'a pas de sens, bien évidemment. Le changement dans la société, ça va se faire si tous ensemble, on est cet équipage qui continue à aller de l'avant. Il faut le rappeler, sans doute tous les jours, mais particulièrement ce jour-là. Il faut le rappeler en particulier aux jeunes filles, encore aujourd'hui, parce que les jeunes filles, on le voit, ne se sentent peut-être pas en capacité d'accéder à tous les possibles, alors que les possibles sont là. Comment les accompagner, comment leur donner confiance. Ça, c'est à un moment donné d'orientation, de choix professionnel, de choix de vie. Et puis ensuite, bien évidemment, les accompagner, hommes et femmes, quel que soit son niveau de responsabilité tout au long du déroulement de cette vie. Et puis, quand cela est justifié, bien évidemment, reconnaître le talent de ces femmes, leur expertise, ce qui veut dire par la reconnaissance aussi leur permettre d'accéder à ce fameux plafond de verre dont on parle beaucoup, mais en tout cas d'accéder à des cercles de décision, à des lieux de décision. Et c'est dans cet ensemble-là qu'on va pouvoir évoluer. Mais c'est bien évidemment notre société dans sa composante masculine et féminine qui doit avoir ça en tête tous les jours. Mais accompagnez-nous aussi pour cette journée de la femme. Alors on va effectivement parler des hommes, et plus spécifiquement d'un homme, un homme qui s'appelle Neil Armstrong, puisqu'on célèbre le 50e anniversaire, c'est bien ça, du premier homme à poser le pied sur la Lune. Hein. C'était un moment légendaire qui a beaucoup influé, si j'ai bien compris, sur vos choix, qui vous a construit un petit peu ce moment. Alors cette nuit du 20 au 21 juillet 69, et on fête effectivement les 50 ans de ce moment qui a marqué notre humanité du XXe siècle. Ça, c'est clair. Alors moi, j'étais une petite fille de 12 ans ce soir-là. Et c'est vrai que ça a été un moment déterminant. Déterminant peut-être, bien sûr, parce que l'homme, voilà, techniquement, avait réussi cet exploit formidable de mettre le pied sur une surface autre que notre surface terrestre. Mais peut-être aussi par cette perception que quelque chose qui est du domaine du rêve, de l'impossible, de l'inaccessible, parfois ça peut se réaliser. Et cette lune dans le ciel, ce soir d'été, elle était encore dans ce domaine symbolique et inaccessible, et pourtant, l'homme y avait accès en posant le pied. Donc c'est peut-être quelque chose qui, dans ma tête, m'a construit en me disant que parfois on peut avoir l'audace de pousser la porte de son rêve. Mais c'est vrai que c'est un très joli message, l'idée que quelque chose qui paraît impossible peut en réalité se concrétiser. Alors le 21 juillet prochain, on va célébrer, donc, je le disais, les 50 ans des premiers pas sur la Lune par Neil Armstrong. Et il va y avoir un événement d'envergure. Alors partout en France, il va y avoir des événements d'envergure, mais notamment à Toulouse, à la Cité de l'Espace. Vous êtes la marraine, je crois, de la Cité de l'Espace, un événement qui s'intitule On the Moon Again, qui aura lieu les 12 et 13 juillet, en tout cas à Toulouse. Vous y serez. En quoi consiste cet événement, en fait ?
Il va y avoir pendant cette année 2019 cette célébration de ce moment intense et majeur du XXe siècle. Et j'espère d'ailleurs qu'au XXIe siècle, on arrivera à trouver un moment positif, d'inspiration, de marche en avant pour continuer l'exploration et le progrès de l'humanité. Et en tout cas, on a eu la chance de le vivre quand on est né à cette époque-là, et donc de le célébrer à la fois sur des aspects très rationnels, d'explication, comment on a fait, comment ça s'est passé, et puis qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans les programmes des agences spatiales, dont l'Agence spatiale européenne, pour explorer au-delà de l'orbite basse dont on a parlé jusqu'à présent pour cette destination de la Lune. Et les destinations plus lointaines, pourquoi pas, Mars au cours de ce XXIe siècle, mais en tout cas la Lune, tout le monde se prépare à effectivement y retourner. Et permettez-moi un petit coup d'œil à cette journée de la femme, puisque les 12 êtres humains qui sont allés sur la Lune jusqu'à présent étaient des hommes. Donc il est temps de penser aussi à un équipage mixte, c'est d'avoir des celles qui nous entendent, des femmes. Mais bien sûr, de prendre la relève. Et il y en aura bien évidemment. Donc à la Cité de l'Espace, il y aura à la fois cette présentation très rationnelle et cette projection dans un futur, et puis aussi tout ce qui est cette émotion, ce désir de grandir, d'explorer, que représente l'exploration spatiale, non seulement dans l'imaginaire, mais dans la réalité et dans la construction. Il y aura ces éléments-là, et comme vous le disiez, il y en aura aussi beaucoup d'autres événements partout en France, et j'ai en tête par exemple cette exposition au Grand Palais sur la Lune, avec ces aspects qu'on a évoqués, le symbolisme, la créativité, ce qui a pu inspirer l'imaginaire, et donc toute cette création artistique aussi autour du sujet de la Lune dans le passé. Et ça remonte très très loin dans le passé. Moi j'ai des souvenirs de mes cours de grec dans mon adolescence où on lisait Lucien de Samosate, qui écrivait les aventures des petits luniens, je crois qu'il les appelait comme ça, sur la surface de la Lune, donc ça peut remonter très très loin. Et puis avec ces projections portes ouvertes à l'imagination, et qu'est-ce qu'on peut encore découvrir et avoir comme désir pour demain. On parlait du Palais de la Découverte, on en parlera tout à l'heure, c'est un établissement que vous connaissez bien. Juste une question, pourquoi à votre avis il n'y a pas encore eu de femmes qui sont parties explorer la Lune? Comment vous l'expliquez? Je crois que l'exploration de la Lune, telle qu'on l'a connue avec les missions Apollo entre 1969 et 1972, c'était un contexte très particulier, déjà un contexte de grande puissance qui était un peu dans une course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis, et dans un contexte qui, malgré tout, était très militaire à cette époque. On est maintenant à un espace au service du citoyen. On sait bien qu'aujourd'hui, une journée ne peut pas se passer sans qu'on ait recours à ces satellites d'observation de la Terre, de télécommunication, de navigation qui entourent notre planète. À cette époque-là, on était dans une démonstration de puissance, donc c'est vrai, encore très masculine. Et moi d'ailleurs, j'ai fait partie de la toute première génération de scientifiques civils qui appartenaient au corps des astronautes. Jusqu'à cette époque-là, c'était quand même un corps essentiellement des pilotes de chasse, pilotes d'essai, enfin les connaisseurs des systèmes pilotés. Donc il y avait très peu de femmes, encore beaucoup moins dans ce milieu-là. C'est vrai que l'ouverture à l'ingénierie et à la science dans le domaine du spatial a fait arriver les femmes dans les équipages, ce qui n'était pas le cas à cette époque de 1969. Mais quand même, rendons hommage à Valentina Tereshkova, qui était la première femme dans l'espace, c'était en 1963, et qui est très engagée toujours dans son action, et qui a toujours su supporter cet engagement, cette conviction, et le mettre au service, au bénéfice de l'humanité. Écoutez, merci en tout cas pour cette première partie qui était très riche et très dense. Je vais à présent m'envoler, j'ai un prénom prédestiné pour ça, non pas sur la Lune, mais de manière beaucoup plus modeste, à quelques mètres de là, et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Claudie Ignoré, je vais vous proposer un certain nombre de mots, et je vous propose de me dire ce qu'ils vous évoquent. Le premier d'entre eux, c'est dépassement. Dépassement, c'est un mot important
Et je crois que j'ai essayé de le vivre à chacune des opportunités de la vie. Je crois qu'il faut toujours essayer d'aller de l'avant et d'aller au-delà de ce que l'on sait déjà. C'est souvent ce que je dis aux jeunes filles qui me disent mais cette carrière scientifique ou d'ingénierie, c'est pas pour moi, je ne sais pas. Et je leur dis justement, si vous ne savez pas, c'est là qu'il faut dépasser cette peur, ce manque d'intérêt. Donc dépasser ce que c'est déjà, pour toujours continuer à apprendre et pouvoir se projeter. Alors dépassement, ça veut dire probablement trouver en soi une forme d'audace et de courage, parce que se dépasser, ça veut dire sortir de sa zone de confort et donc parfois se faire peur un peu. Et le courage, c'est ce qui permet d'affronter cette peur. Donc oui, c'est important, le dépassement. Moi, je suis quelqu'un qui croit dans le progrès que bien sûr la science, la technologie peut apporter, mais surtout un progrès responsable, raisonné, pensé, qui nécessite d'avancer, d'agir, d'aller devant, de dépasser les difficultés et même, je dirais, dépasser les impossibilités. Parce qu'on découvre l'impossible, on découvre son possible qu'en essayant de dépasser ce qui nous semble impossible. Et les limites, on ne les connaît pas a priori, il faut aller les chercher. Donc pour ça, dépasser la zone qui est celle du connu, en analysant bien évidemment et en sachant pourquoi on y va et porté par son envie de se dépasser, c'est important. Dépasser aussi, j'imagine, les représentations sociales, les stéréotypes. Dépasser les clichés, probablement, parce que des clichés, des stéréotypes vont faire qu'il y a des représentations qui nous ancrent dans cet impossible. Et moi, je crois qu'il y a des possibles, d'ailleurs plein de possibles virtuellement aujourd'hui, mais les possibles physiques dans lesquels on veut s'engager, ça nécessite vraiment, effectivement, de passer au-delà de ce qui pourrait être des limites mises par d'autres ou qu'on se met soi-même. Donc, effectivement, un dépassement qui va briser des murs. Et le mot joie, il vous inspire quoi ? La joie, c'est ce qui va avec le désir, qui va avec la curiosité, qui va avec la capacité de garder un émerveillement et donc de ne pas être dans une nostalgie ou une peur du présent. Et c'est quelque chose qui nous permet de continuer la route. La joie, c'est sûrement associé aussi au fait qu'on n'est pas seul. On peut avoir une joie intérieure profonde. Mais moi, j'aime la joie partagée. Donc, c'est ces moments de joie partagée. Je les mets plutôt avec ceux qui sont autour de vous, qui vous font confiance, à qui vous donnez la main, à qui vous ouvrez les yeux, à qui vous faites découvrir quelque chose. La joie, ça va avec cette capacité d'émerveillement qu'il faut absolument conserver. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'ai pu garder mes yeux d'enfant en étant dans l'espace. Mais il y a plein d'autres raisons de trouver de la joie. Il y a beaucoup de petits plaisirs et des grands moments de joie. Vous avez effectivement vécu des choses absolument uniques, exceptionnelles, qui procurent de la joie. Est-ce qu'en parallèle de ces sujets professionnels, scientifiques, il y a d'autres choses qui vous procurent de la joie ? La joie, bien évidemment, elle vient de multiples horizons. Si on évoque la musique, si on évoque les coloristes, je suis très attirée par exemple par la période de l'art contemporain, de l'abstraction lyrique des années 50, 60, et j'éprouve de la joie à me laisser porter par cette émotion déclenchée par les lumières, les reflets, les couleurs, les harmonies. Je peux défaillir de joie à la lecture d'un roman
qui vous emmène dans un merveilleux voyage ou dans la découverte de personnalités. Vous pensez à un roman en particulier ? Je pense à un écrivain particulier. Alors on est né au même endroit, au Creusot, Christian Bobin. Et voilà, c'est un émerveillement et une joie de me faire accompagner par Christian Bobin dans ses phrases parfois courtes, mais si explosives de joie parfois. Auteur merveilleux en effet. Alors, autre mot sur lequel je voulais vous inviter à réfléchir, c'est le mot infini. L'infini, on peut le décliner sous des tas de facettes, là encore, sur des sujets très, très rationnels, mais non, justement, l'infini, c'est la fenêtre ouverte, c'est la possibilité de laisser agir son intelligence, ses intelligences. Et je crois que ça nous oblige à lever les yeux au-delà de l'horizon qui est le nôtre. Alors, c'est géographiquement au-dessus de l'horizon, c'est intellectuellement en sortant de cette zone où on se sent confortable. Et puis l'infini, c'est cette distance et cette évolution dans le temps. Je trouve qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une société qui est, parce qu'il y a de l'incertitude, concentrée sur l'immédiat, sur ce soir et demain matin, on va à peine plus loin. Et que l'infini, c'est aussi cette capacité de prendre de la distance et de se projeter beaucoup plus loin. Quand on se projette plus loin, on abandonne peut-être un petit peu cette carapace ou cet intérêt strictement personnel pour penser aussi l'intérêt général, le bien commun, ce qu'on peut apporter dans cette trace et cette dignité pour l'humanité. Vous parliez à l'instant de sujets d'intérêt général. Est-ce qu'il y en a qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Alors, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de l'éducation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'intérêt général sur lesquels vous avez pu réfléchir, fort de cette distance que vous évoquiez et que vous avez réussi à prendre ? Oui, il y a de multiples sujets et c'est ça qui rend aussi ce 21e siècle passionnant, même s'il est parfois un petit peu ambigu, complexe et anxiogène. Se poser la question de l'humanité dans cette ère digitale où on nous parle d'intelligence artificielle ou qui fait parfois peur dans ce qu'elle peut prendre comme place ou dominance dans notre environnement. Donc se dire, c'est quoi notre humanité et cette humanité numérique qui va peut-être profondément nous transformer. Donc quelles sont les valeurs, la profondeur, ça c'est ce qui concerne l'humanité. Ensuite cette humanité effectivement dans son environnement. Nous sommes des terriens, équipage de cette planète Terre, donc sujet d'intérêt général, c'est bien évidemment cette planète, son environnement dans lequel nous vivons. Comment on y pense et comment on fait le bon équilibre dans cette société de croissance, dans une planète aux ressources finies et sur laquelle il faut peut-être reconsidérer certains des modèles. Une question très générale, là aussi, de bien commun, c'est cette société dans sa façon de vivre ensemble, le vivre ensemble. Et par exemple, aujourd'hui, je travaille à l'Agence spatiale européenne sur cette idée d'un village lunaire. C'est une métaphore pour penser comment vivre ensemble demain, notre humanité, sur un territoire qui est peut-être un territoire pas marqué par ces segmentations d'États, de frontières qui sont les nôtres sur Terre aujourd'hui. Donc, comment essayer de penser aussi différemment. Puis si je vous parle de la Lune, c'est aussi un patrimoine de l'humanité. Comment, ensemble, on pense ces communs. Donc, bien évidemment, les communs de la connaissance, comme vous l'avez dit au tout début, mais nous avons plein de sujets aujourd'hui passionnants qui exigent d'agir avec réflexion, sagesse, méconnaissance.
Quand on parle de sujets d'intérêt général et de bien commun, on pense souvent à l'action politique. Vous avez un peu évolué dans cet univers-là, de celui de la politique, notamment dans le gouvernement Raffarin. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Quel regard vous portez rétrospectivement sur les missions qui vous ont été confiées et puis sur cette expérience politique? Je me suis effectivement engagée à 2 reprises sur des responsabilités politiques, la première fois au service de la recherche et la seconde fois au service des affaires européennes, 2 sujets qui sont mes engagements, mes convictions profondes et qui sont vraiment les piliers de ce que je suis. Donc je me suis engagée pour agir. Et peut-être ce que j'ai appris dans cet exercice, qui est un exercice passionnant, exaltant, qui demande beaucoup d'investissement et d'engagement, donc la possibilité de faire adhérer à vos convictions et à l'écoute de la communauté que vous représentez, faire adhérer un maximum de personnes pour que ça puisse avancer. Et c'est peut-être cette difficulté ou encore séparation entre le vouloir, la conviction, l'engagement et le pouvoir. La réalité de la mise en œuvre de la conviction et de l'action. Et ça nécessite là aussi de dépasser un horizon de court terme, ce qui n'est pas toujours facile dans le monde politique, parce que les sujets qui étaient les miens, la recherche, l'Europe, mais qui sont aussi le cas de beaucoup des politiques publiques, c'est justement cette construction d'un avenir, d'un moyen terme, d'un long terme, donc savoir se projeter au-delà, et si c'est pas soi-même qui porte la réalisation de l'action immédiate, si on a ouvert le chemin, ce premier pas est un pas important dans le chemin. Vous avez aussi ouvert le chemin dans le cadre de vos fonctions à la tête d'Universcience, qui est l'Universcience, le rapprochement entre le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie, un rapprochement que vous avez initié. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur le chemin, parce que je crois vous avoir déjà entendu dire que ce qui est important, c'est l'objectif, mais c'est aussi ce chemin. Absolument, il faut avoir un objectif pour avancer sur ce chemin. Et après, il n'y a pas de rectitude dans le chemin ou pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Je parle souvent des chemins de traverse, des possibilités collatérales, parce qu'un chemin et un objectif, surtout s'il est ambitieux et s'il est au-delà de cette zone de confort qu'on évoquait précédemment, bien évidemment, sur ce chemin, il y a des échecs. Donc les échecs, il faut savoir les surmonter, rebondir, les contourner pour continuer à avancer vers l'objectif. Mais il faut s'engager dans le chemin. Et donc il faut avoir cette audace et puis cette expertise qui vous permet de vous sentir à l'aise pour l'engagement. Et c'était merveilleux d'avoir cette façon de penser, une plateforme plus large dans ce qui est la façon d'être dans la médiation de la science et de la technique avec le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences et de l'Industrie, et de se dire, voilà, nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui. La science, la technologie, on en parle différemment, on la montre différemment, elle se fait différemment. Il ne faut pas qu'on soit effrayé par une boîte noire dans laquelle on n'aurait pas la possibilité d'accéder à la moindre clé de compréhension. Donc comment on fait, nous, porteurs d'une structure qui est ouverte à un public de jeunes enfants, mais aussi à tout public très, très largement, et même aux politiques d'ailleurs, pour lequel science et technologie doivent faire partie d'une vraie culture. Notre humanité doit avoir dans sa culture tout ce qu'on entend dans la culture classique, mais aussi cette culture de la science et de la technologie. Donc cette aventure de la construction d'une plateforme, d'un grand centre qui s'appelle Universcience, pour avancer sur ce chemin d'une forme de confiance aussi dans les outils qu'on a entre les mains, puis d'un dialogue de la science avec la société, parce qu'on ne peut pas avancer contre la société, ou on ne peut pas avancer sans réfléchir avec la société. Donc c'était quelque chose de très important et de majeur dans ma vie. Une belle réussite en effet. En tout cas, vous parliez d'audace et de courage. Vous n'avez manqué ni de l'un ni de l'autre. Merci beaucoup, Claude Seigneuré. On se retrouve tout de suite.
Merci beaucoup, Claudie Aigneret, de vous être livrée sur votre parcours, votre vision de la vie. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience de vous retrouver, non pas cette fois-ci, je vous le disais, à 200 km de la Terre, mais toute seule sur un plateau? On a besoin de ces moments où on peut s'interroger de façon plus profonde. Je le disais, on est souvent entraîné dans un flux et quelque chose de très accéléré. On n'a pas toujours le temps de faire retour sur soi ou de penser à des choses qui sont constitutives de ce chemin. Donc ce sont des moments privilégiés. On peut parfois les avoir par la lecture ou en se plongeant dans un tableau ou par une musique. On a parfois aussi d'être interpellé sur 3 mots, 4 mots, comme vous l'avez fait. C'est un exercice intéressant. Je vous en remercie. Quand on est dans une mission spatiale internationale à des kilomètres de la Terre, on communique aussi par la voix, comme ça. C'était important pour vous de pouvoir communiquer avec vos proches. Quels souvenirs vous en gardez ? Aujourd'hui, on peut communiquer facilement. Il y a la Station spatiale internationale et on a d'ailleurs de merveilleux exemples. Thomas Pesquet, oui, qui a volé l'an passé et qui nous a fait partager complètement la mission. Ce 21e siècle est un siècle connecté où la communication est facile. Mais même ma seconde mission, qui était en 2001, les communications étaient beaucoup moins faciles avec le sol. Cette aventure, c'est souvent une aventure partagée avec la famille, avec ceux qui sont autour de vous, donc on a envie de pouvoir en parler pendant la mission. C'était pas toujours facile, parfois un petit peu de frustration à pas pouvoir le faire, et moi je suis heureuse de voir que ça peut se faire beaucoup plus facilement aujourd'hui. Parmi les membres d'équipage, je dirais que, je dis toujours, il y a 3 choses qui ont fait de cette aventure spatiale une aventure extraordinaire. C'est bien sûr le regard par le hublot et de voir la planète. C'est cette sensation extraordinaire d'un corps libéré de ses contraintes de gravité, puisqu'on est en microgravité, on flotte, il y a cette légèreté. Et cette légèreté, elle aide aussi peut-être à une forme de légèreté de l'âme ou de la façon de penser. Puis la 3e composante, c'est de le faire dans un environnement multiculturel, avec des collègues russes, des collègues américains, des collègues européens de différentes nationalités. On n'a pas tous les mêmes regards, les mêmes centres d'intérêt, tout bêtement, en regardant par le hublot. Et ce partage-là, au sein de l'équipage, il est formidable. Alors, on a coutume de terminer par un petit questionnaire de Proust légèrement revisité. On ne peut pas ne pas vous poser la question suivante. Si vous étiez une planète, vous seriez laquelle ? La planète Terre. Je garde la planète Terre. Et après, j'ouvre une petite fenêtre peut-être sur les exoplanètes. Au-delà de notre système solaire, qu'est-ce qui se passe ? C'est infini que vous avez évoqué tout à l'heure. Moi, je trouve que ça me donne du bonheur à essayer de penser, à continuer à explorer tout ça, et tout ce qu'on va apprendre. Je vous demandais tout à l'heure quelle était la femme qui vous avait inspiré. Maintenant, si vous étiez un homme, vous voudriez être qui ? Je sais pas, peut-être un homme qui a une conviction forte, où c'était pas facile pour lui de l'exprimer. Alors j'ai pas un nom en particulier, mais plutôt ces périodes où la parole n'était pas libre. Et cette liberté d'expression, en fait, que ce soit les hommes ou les femmes, la possibilité de porter ses convictions au-delà de ce qui sont les barrières mises. Il y en a plein dans le domaine scientifique, alors dans le domaine politique, peut-être Nelson Mandela. On peut effectivement plus aisément exprimer ses révoltes. Vous, qu'est-ce qui vous révolte le plus ? C'est qu'on n'arrive pas à trouver un langage commun pour parler, pour échanger. Et que ce soit dans le domaine scientifique, avec les controverses scientifiques, que ce soit dans le domaine politique, avec des extrémismes ou des positions qui n'arrivent pas. Voilà. Essayer toujours, non pas de dégager un consensus, parce que c'est pas toujours possible, mais au moins d'entrer en conversation, donc de trouver une forme de langage partagé. Que l'on puisse essayer d'être ces médiateurs
de part et d'autre. Et le fait que certains n'écoutent pas, ne veuillent pas entendre, ne veuillent pas entrer sur ce chemin de la conversation, je trouve ça difficile à vivre. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui fait qu'une journée va être réussie? C'est parce qu'il y aura des occasions de joie, des occasions de rencontres, des occasions d'apprendre. Voilà, j'ai de l'appétit. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes la plus sensible chez un être humain? La bienveillance. Parce que la bienveillance, ça veut dire qu'on est dans ce regard ouvert vers l'autre, dans le dialogue, à l'écoute, et qui met autour de vous de la confiance. Et la confiance, elle est nécessaire pour pouvoir avancer. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en demain. Si on est dans l'anxiété, le mépris, l'indifférence, c'est quand même très très difficile. Il y a déjà beaucoup d'enjeux et de difficultés dans la vie au quotidien. Essayons de donner de la bienveillance et de créer autour de soi un environnement bienveillant. Une dernière question, pas facile. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise au moment de votre mort? C'est une question pas facile. Que mon passage sur Terre a laissé une petite graine, que ce soit bien évidemment les enfants, magnifiques, mais que ce soit quelque chose qui tire vers l'avant, vers le haut, pour que notre humanité aujourd'hui et demain soit digne et responsable. Merci beaucoup Claudie Aigneret d'être venue partager votre parcours, votre regard sur le monde. Je rappelle le titre du livre que vous avez préfacé, Femmes d'exception, paru aux éditions Ballant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site kto-tv.com. À très vite.